Voilà les quelques indications, les quelques éléments que je voulais, à grands traits, vous présenter pour illustrer mon idée selon laquelle la décolonisation est inachevée. Et je terminerai simplement en disant une chose. Afin de permettre au droit international de jouer pleinement son rôle de règle organisant la vie dans la société internationale, il faut décoloniser le droit international. Il faut le décoloniser lui-même. C'est-à-dire que nous devons avoir un regard critique sur les concepts du 19e siècle qui étaient forgés pour asseoir la colonisation. Ce n'était pas forgé abstraitement pour le plaisir intellectuel et spéculatif de créer des normes. C'était pour asseoir les intérêts et la colonisation. Donc nous devons commencer donc par une vraie critique de ces concepts et de ces principes. Allons-y calmement. Prenons le temps. Comme si nous étions assis à Yaoundé autour d'un thé bien chaud, sans jargon, juste pour comprendre. Le cœur de ce discours de Maurice Kamto prononcé le 7 février 2020 à l'Université de Québec à Montréal, devant un public international, tient en une idée simple, mais redoutablement puissante. Il faut décoloniser le droit international. Dit comme ça peut sembler abstrait. Alors, posons la question franchement, sans détour. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Imaginons le droit international comme un ensemble de règles mondiales censées organiser la vie entre les pays. En principe, ces règles devraient traiter tous les États de la même manière. Un peu comme un match de football, nous sommes en pleine canne. Un terrain, un arbitre. Les mêmes règles pour tous. Peu importe que l'équipe soit riche ou pauvre, grande ou petite. Un but valable est un but valable. Une faute est une faute. Et personne n'a le droit de jouer avec la main parce qu'il est plus puissant. Voilà la théorie. Mais selon Maurice Kamto, le problème commence bien avant le coup d'envoi, car ces règles que nous appelons aujourd'hui droit international n'ont pas été écrites hier. Elles ont été pensées il y a plusieurs siècles, principalement au XVIe et XVIIe siècle, par des juristes et philosophes européens. Des noms reviennent souvent. Hugo Grotius, aux Pays-Bas, considéré comme le père du droit international moderne. Emer de Vattel, en Suisse, dont les écrits ont profondément influencé les relations entre États. Ces hommes écrivaient depuis l'Europe. Et surtout, ils écrivaient pour l'Europe. À cette époque-là, l'Espagne, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas sont en pleine expansion. Ils conquièrent des territoires en Afrique, en Asie, en Amérique. Ils bâtissent des empires. Le droit international naissant sert alors à organiser les relations entre puissances européennes, mais aussi, et c'est là le point crucial, à justifier leur conquête. On ne parle pas encore de colonisation comme d'un problème. On parle de mission civilisatrice. On parle de terres à occuper. On parle de peuple à gouverner. Autrement dit, les règles du jeu mondial ont été écrites dans un monde profondément inégal par des puissances dominantes pour encadrer et parfois légitimer leur domination. C'est cette origine-là que Maurice Kamto invite à regarder en face, calmement, sans colère, mais sans naïveté. Exemple fort, la notion de terra nullius,
qui signifie littéralement terre de personne, terre vide. Les colons européens arrivaient en Afrique. Voyaient pourtant des royaumes organisés et prospères comme le Dahomey ou le royaume Congo, avec des rois, des lois, des armées. Mais dans leur logique, ces terres étaient considérées comme vides simplement parce qu'elles n'étaient pas, je cite, européanisées. Résultat, ils se les sont appropriés sans complexe, comme on occupe un terrain vague. C'est sur cette base juridique qu'on a confisqué près de 90% du continent africain au XIXe siècle. Un pillage ensuite légalisé par des rencontres comme la conférence de Berlin de 1884 à 1885 où 14 puissances européennes se sont partagées l'Afrique sans un seul Africain à la table. Et le plus grave, c'est que cet héritage-là n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, ces règles biaisées favorisent les États riches et puissants. Prenons un géant comme les États-Unis. Ils peuvent imposer leur volonté par la force. Drones, sanctions économiques, pression militaire, puis invoquer le droit international pour justifier leurs actes. Pendant ce temps, un État plus faible comme le Cameroun ou alors le Venezuela subit avec très peu de recours effectifs au niveau de l'ONU. Eh bien pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité accorde un droit de veto à 5 États permanents: les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Tous, sans exception, issus de l'histoire impériale ou coloniale. Résultat, quand une grande puissance bombarde, on parle de démocratie ou de sécurité internationale. Quand un petit État résiste, on parle de terrorisme. C'est le droit du plus fort maquillé en égalité juridique. Vous comprenez? Allons plus loin. La décolonisation des années 1960, que l'on nous présente comme une libération totale, est aujourd'hui qualifiée par de nombreux juristes d'indépendance de façade, un simple instantané juridique. Imaginons la suite. Le Cameroun devient indépendant le 1er janvier 1960. Hurrah, on jubile. On vous remet un drapeau vert, rouge et jaune. On vous donne un hymne, un chant de ralliement. On vous donne une armée. On vous donne un président. Ça ressemble à la souveraineté, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce ne sont que des attributs apparents. La vitrine. Il manque l'essentiel, la substantification, la substance profonde, la souveraineté réelle. Exemple concret. Prenons d'abord les dettes coloniales persistantes. Au Cameroun, la France a longtemps exigé le remboursement d'infrastructures construites pendant la période coloniale. Des routes, des ports, des bâtiments, mais conçus avant tout pour l'exploitation coloniale, pas pour le développement des populations locales, non. Résultat, des milliards d'euros payés sur plusieurs décennies pour financer un système qui ne nous appartenait pas. Autre exemple, les accords militaires dits inviolables. Des bases étrangères, notamment françaises, existent encore à Douala ou à Garoua. Officiellement, elles sont là pour la coopération. Mais dans les faits, des décisions stratégiques se prennent avec Yaoundé, parfois au-dessus de Yaoundé, sans véritable contrôle souverain. Et puis, il y a le cas emblématique du franc CFA. Une monnaie utilisée par 14 pays africains, mais imprimée hors du continent, avec jusqu'à 50% des réserves d'échange déposées à la Banque de France.
Concrètement, cela signifie une chose très simple. Ces États ne peuvent pas imprimer librement leur propre monnaie pour financer leurs besoins, leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs industries. Résultat économique direct. L'Afrique exporte du cacao brut à bas prix, puis importe le chocolat Nestlé à prix élevé. Le pétrole tchadien, par exemple, est exploité et commercialisé par Total, pas directement par N'Djamena. La valeur ajoutée se crée ailleurs et ce phénomène dépasse largement le Cameroun et les autres pays africains. L'Angola, par exemple, indépendant depuis 1975, reste structurellement dépendant des dettes et d'appuis extérieurs hérités de la période portugaise. La Namibie, indépendante en 1990, voit encore ses diamants contrôlés par des Beers, une multinationale sud-africaine. Le Sahara occidental, lui, est occupé par le Maroc depuis 1975 avec un référendum d'autodétermination promis par l'ONU, mais bloqué depuis près de 50 ans. Conclusion. La totalité du continent africain n'est pas encore véritablement décolonisée. Maintenant, reprenons cet extrait du discours du 7 février 2020 prononcé par Maurice Kamto à l'Université du Québec à Montréal. Voilà les quelques indications, les quelques éléments que je voulais à grands traits vous présenter pour illustrer mon idée selon laquelle la décolonisation est inachevée. Et je terminerai simplement en disant une chose. Afin de permettre au droit international de jouer pleinement son rôle de règle organisant la vie dans la société internationale, il faut décoloniser le droit international. Il faut le décoloniser lui-même. C'est-à-dire que nous devons avoir un regard critique sur les concepts du 19e siècle qui étaient forgés pour asseoir la colonisation. Ce n'était pas forgé abstraitement pour le plaisir intellectuel et spéculatif de créer des normes. C'était pour asseoir les intérêts et la colonisation. Donc nous devons commencer donc par une vraie critique de ces concepts et de ces principes. Kamto commence calmement par l'histoire. Il explique que la colonisation a utilisé le droit pour légaliser le vol des territoires, notamment à travers un mécanisme juridique appelé usurpation. On s'arrête là. D'abord, la colonisation, c'est quoi? Entre le 15e et le 19e siècle, des Européens arrivent en Afrique avec des bateaux, des armes et un objectif clair: prendre les terres, les minéraux, la main-d'œuvre. Mais ils ne veulent pas apparaître comme des voleurs. Alors, ils font quelque chose de très intelligent et très dangereux. Ils inventent des règles de droit pour donner ou alors pour se donner raison. Maintenant, ce mot compliqué, usurpation. En réalité, c'est simple. L'usurpation est une vieille règle du droit romain. Elle dit ceci: si quelqu'un occupe une terre très longtemps sans être sérieusement contesté, alors cette terre finit par lui appartenir légalement. En clair, vous squattez le terrain du voisin pendant 30 ans. À la fin, le juge regarde et dit: bon, c'est à toi maintenant. Appliquons ça à l'Afrique. Prenons le royaume du Congo au 15e siècle. Un grand royaume structuré avec un roi puissant, Afonso Ier, qui échange même des lettres diplomatiques avec le Portugal. Les Portugais arrivent en 1483. Ils s'installent dans les ports
contrôle le commerce, exploite les mines de cuivre. Personne ne les chasse réellement pendant des siècles. Résultat, 400 ans plus tard, au 19e siècle, ce territoire devient juridiquement l'Angola portugais. Les frontières sont tracées, les peuples sont coupés, et tout cela est considéré comme légal. Autre exemple, le Cameroun. La France arrive en 1984 à Douala. Elle signe des traités avec les rois belges, des traités déséquilibrés, souvent truqués même. Puis viennent les massacres, les plantations d'EVA, le travail forcé. 70 ans passent et là encore, l'usurpation joue à plein. Le Cameroun devient juridiquement un territoire français, légal. Puis arrive la conférence de Berlin, 1984-1985. 14 puissances européennes s'assoient autour d'une table. Pas un seul Africain présent. Ils découpent l'Afrique comme on partage un gâteau, un poulet au foyer. Le Congo est donné à Léopold II. 10 millions de morts. Le Cameroun est coupé en Est et Ouest. Conclusion, le droit international de l'époque n'était pas un outil de justice. C'était une arme juridique pour légaliser le vol. On poursuit. Alors pour le Cameroun, indépendance le 1er janvier 1960. Mais vous avez les attributs apparents de la souveraineté, drapeau armé. Il vous manque quoi? La substantification, on l'a dit plus haut. Décomposons sans sauter une miette. D'abord, l'indépendance du Cameroun, le 1er janvier 1960. À Edouard Meki, Amadou Ahidjo prête serment. Applaudit. Oui, on est libre, on est libre. Quels sont ces attributs apparents? Un drapeau vert, rouge et jaune qui flotte au vent. Ça fait beau, ça inspire la fierté. Un hymne, chant de ralliement qu'on chante à l'école. Une armée, des soldats en uniforme kaki qui paradent. L'ONU dit bravo, vous êtes souverain. Ça ressemble à la liberté, n'est-ce pas? Pourtant, attribut apparent seulement, c'est la peau, c'est la décoration extérieure. Ce qui manque, on l'a dit, c'est la substantification. Qu'est-ce que ça veut dire? La substance réelle, la moelle, le contrôle vrai sur votre pays. Indépendance, une fiction juridique, un beau mensonge. On enchaîne avec des cas concrets. Premier cas, l'Angola. Indépendance 1975. Le MPLA chasse les Portugais après une guerre terrible. 500 000 morts. Agostinho Neto devient président. Victoire sur le papier, oui, mais regardez le pétrole offshore. L'entreprise Sonangol est détenue à 70% par Exxon, Mobil et Chevron, des compagnies américaines. Dette au FMI, 120% du PIB. Base US friendly en Namibie voisine. Substance volée. Deuxième cas, la Namibie. Indépendance 1990. La SWAPO gagne les élections. Sam Nujoma est le héros anti-apartheid. Hymne Namibia, Land of the Brave. Réalité, mine de diamants contrôlée à 85% par des Beers, entreprise sud-africaine. Uranium extrait par Rio Tinto, britannique. Chômage des jeunes à 43%. Substance vide. Troisième cas, le pire, Sahara occidental.
sur la liste ONU des territoires non autonomes. Depuis 1963, l'Espagne part en 1975. Le Maroc lance la marche verte. 350 000 civils armés envahissent. Ils annexent 80% du territoire. Le Polisario résiste depuis Tindouf avec 200 000 réfugiés. Référendum promis par l'ONU via MINURSO, bloqué depuis 50 ans par le veto du Maroc et de la France. Phosphate pillé, 2 millions de tonnes par an, valeur 100 milliards de dollars, substance jamais arrivée. À la fin, la totalité du continent n'est pas décolonisée. Substance volée pour toujours. Tout cela colle à l'actualité. Les USA au Venezuela, c'est l'usucapion moderne, substance pétrolière prise par la force. Prenons le temps de bien poser le décor de cette actualité janvier 2026. Tout commence fin décembre 2025 quand Trump, réélu président en novembre 2024 et investi en janvier 2025, annonce une nouvelle phase d'opération au Venezuela. Mais c'est le 3 janvier que ça explose. Les États-Unis lancent une opération militaire directe et musclée. Près de 200 soldats américains, forces spéciales Delta et Navy SEALs, atterrissent en pleine nuit à Caracas, la capitale vénézuélienne. Ils visent le palais présidentiel de Miraflores. Des tirs éclatent partout autour. Échange de coups de feu intenses pendant plus d'une heure avec des hélicoptères Black Hawk qui survolent la ville, des drones Reaper qui larguent des munitions de précision. Bilan, au moins 80 morts confirmés, dont 32 ressortissants cubains soupçonnés d'aider Maduro. Des bâtiments à feu, rues bloquées par des blindés Abrams. Nicolas Maduro, président en place depuis 2013, est capturé vivant lors d'un assaut final au petit matin. On le voit menotté sur des images fuitées, puis exfiltré par avion C-17 vers une base US en Colombie, avant transfert probable à Guantanamo. Tout ça en direct sur les réseaux mondiaux. Le lendemain, Trump s'affiche en vidéo depuis la Maison Blanche. Il déclare publiquement et sans détour: les USA sont aux commandes du Venezuela. Maintenant, il nomme Delcy Rodriguez, ex-vice-présidente, fidèle à Maduro, comme présidente intérimaire, mais sous embargo pétrolier strict renforcé. Concrètement, plus un baril de brut vénézuélien ne sort sans feu vert américain. Les raffineries PDVSA sont gelées, les tanks saisis au large, les banques vénézuéliennes coupées du système SWIFT. Rodriguez doit obéir aux directives US pour lever l'embargo sous peine de sanctions personnelles. L'ONU proteste, la Chine et la Russie crient au coup d'État, mais rien. Pas de résolution du Conseil de sécurité grâce au veto américain. C'est du fait accompli pur. Voilà pourquoi tout cela confirme, point par point, la vision de Camto. Réécoutons ce même extrait de son discours pour en saisir toute la force. Voilà les quelques indications, les quelques éléments que je voulais, à grands traits, vous présenter pour illustrer mon idée selon laquelle la décolonisation est inachevée. Et je terminerai simplement en disant une chose. Afin de permettre au droit international de jouer pleinement son rôle de règle organisant la vie dans la société internationale, il faut décoloniser le droit international. Il faut le décoloniser lui-même. C'est-à-dire que nous devons avoir un regard critique sur les concepts du 19e siècle qui étaient forgés pour asseoir la colonisation. Ce n'était pas forgé abstraitement pour le plaisir intellectuel et spéculatif de créer des normes. C'était pour asseoir les intérêts et la colonisation. Donc nous devons commencer donc par une vraie critique de ces concepts et de ces principes. Camto en 2020 dénonce un droit international biaisé où les puissances
agissent en impunité totale. Prenons 4 cas emblématiques, déroulés phrase par phrase. Eux prouvent, sans décolonisation des règles mondiales, le Venezuela n'est que la dernière d'une longue liste. Observons bien ici, les USA prônent la non-ingérence dans leur discours à l'ONU. Nous sommes en mars 2003. Les États-Unis sont dirigés par George W. Bush, président depuis 2001. Il décide d'attaquer l'Irak. Pourquoi? On y va pas à pas. Le 20 mars 2003, une coalition menée par les États-Unis envahit l'Irak par le sud depuis le Koweït. Combien de soldats? Environ 150 000 Américains, plus des alliés comme le Royaume-Uni. Ils avancent vite avec des chars Abrams, des hélicoptères Apache, des avions F-16. En 3 semaines seulement, du 20 mars au 9 avril, ils entrent dans Bagdad, la capitale. Saddam Hussein, qui dirige l'Irak depuis 1979, s'enfuit. La statue de Saddam tombe, place Fidesz, en direct à la TV. Tout semble gagné pour Washington. Mais attendez, est-ce légal selon le droit international? Non. Pour envahir un pays, il faut normalement une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui autorise la force militaire. Là, rien. La France et la Russie s'opposent fermement. Le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, parle à l'ONU. La guerre n'est pas inévitable. Résolution bloquée. Bush passe outre. Il dit, on agit quand même pour le bien du monde. C'est déjà le droit du plus fort. Pourquoi les USA ignorent l'ONU? Bush invoque 2 raisons principales. D'abord, des armes de destruction massive, chimiques ou biologiques, censées être chez Saddam. Des discours à l'ONU montrent des fioles, des drones. Résultat des enquêtes après, 0 arme trouvée. Deuxièmement, apporter la démocratie à l'Irak, libérer le peuple de Saddam, ce dictateur sanguinaire responsable des guerres Iran-Irak et du gazage des Kurdes à Anfal en 1988. Noble sur le papier, mais tout bon expert verrait le fond. Prétexte pour contrôler. Saddam se cache. 8 mois plus tard, le 13 décembre 2003, des soldats US le trouvent dans un trou près de Tikrit. Barbe sale, pistolet AK-4, 750 000 $ en cash, jugé par un tribunal irakien spécial créé par les Américains, condamné pour crimes contre l'humanité, pendu le 30 décembre 2006. Les conséquences ont été lourdes. Selon une étude publiée par The Lancet en 2006, environ 1 million d'Irakiens ont perdu la vie, civils et combattants confondus. Du côté américain, 4500 soldats ont été tués. Bagdad a été pillé, le musée national vidé, 15 000 artefacts volés, les ministères brûlés, le chaos s'installe. Attentats quotidiens, émergence d'Al-Qaïda en Irak, futur Daesh. Des villes entières comme Fallujah ont été rasées lors de prétendues opérations de nettoyage. Et les ressources, l'Irak a 148 milliards de barils de pétrole prouvés, 5e mondial. Avant 2003, Saddam contrôlait. Après, contrôle occidental. Halliburton, entreprise géante de services pétroliers, qui dirige Halliburton. Avant 2001, Dick Cheney, vice-président de Bush, contrat, reconstruction, 39 milliards de $, sans appel d'offres, route, pipeline refait pour exporter le brut. Exxon, BP reviennent en force comme au Venezuela. PDVSA gelé, Exxon prendrait le pétrole. Punition pour les USA, aucune. Pas de sanctions ONU contre Washington. Le veto américain bloque tout. Pas d'embargo. Bush vit tranquille au Texas aujourd'hui. Conférence payée 100 000 $. Pas de cour pénale internationale pour lui. Les États-Unis non signataires. Trump 2026 au Venezuela. Même impunité. Illico
sur Miraflores. Pas de CPI pour les généraux Delta Force. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pile ce que Camto prédisait en 2020. Droit international colonial protège le fort. Irak égale usurpation moderne. L'occupation permet de prendre légalement le pétrole, la substance du pays volée sous le masque de la démocratie. Venezuela, même logique. Maduro traqué comme Saddam. PDVSA pourrait être exploité par Exxon comme le pétrole irakien par Halliburton. Allons-y doucement avec cet autre exemple. Tout commence au printemps 2011. Nous sommes en février-mars 2011. C'est la vague du printemps arabe. Des révolutions éclatent en Tunisie, Égypte, Bahreïn. En Libye, Muammar Kadhafi est au pouvoir depuis 1969. 32 ans. Il a pris le contrôle par un coup d'État contre le roi Idriss. Il promet le socialisme arabe, nationalise le pétrole, mais aussi réprime dans le sang. Massacre Abu Salim 1996. 1200 prisonniers tués. Une révolte commence à Benghazi, deuxième ville. Berceau de l'opposition. Des manifestants demandent sa chute. Kadhafi envoie tanks et aviation contre eux. Le 17 mars 2011, l'ONU réagit. Le Conseil de sécurité vote la résolution 1973. Objectif officiel, protéger les civils libyens en créant une zone d'exclusion aérienne. Ça veut dire interdit aux avions de Kadhafi de survoler Benghazi pour bombarder. Interdiction aussi des ventes d'armes à Kadhafi. 10 pays pour, notamment USA, France, UK, 0 contre, 5 abstentions, Russie, Chine, Allemagne. Sur le papier humanitaire, mais on va voir la suite. Le 19 mars, l'OTAN prend le relais. L'OTAN, c'est 28 pays dirigés par les USA, France de Sarkozy, Royaume-Uni de James Cameron. Il lance l'opération Unified Protector. Combien de frappes? 26 000 sorties aériennes en 7 mois. Jusqu'à octobre 2011, aviation française Rafale, Mirage, anglais Typhon, américain B-2 furtif, cible. Pas que des avions de Kadhafi, ils bombardent tanks, dépôts munitions, routes, même les convois de Kadhafi en fuite. Exemple, 30 missiles Tomahawk tirés au jour 1 sur Tripoli. Kadhafi, furieux crie, croisade coloniale. Un expert dirait aussi, dérapage du mandat ONU. Kadhafi fuit Tripoli fin août, le 20 octobre 2011, près de Sirte, sa ville natale. Son convoi est repéré par drone américain. L'OTAN bombarde 11 véhicules détruits. Kadhafi blessé, caché dans un drap d'égout. Des rebelles du Conseil national de transition, CNT, le trouve. Vidéo amateur, battu, insulté, sanglant, lynché sur place, balle en tête, probable. Corps exporté 4 jours au marché de Misrata. Congelé pour identification, enterré secrètement au désert. Victoire OTAN? Non. Bilan, 30 000 civils morts. Estimation Human Rights Watch. Libye divisée. 1000 milices armées contrôlent les villes. Misrata, Zindan, Tripoli. Pas de gouvernement stable. L'État islamique s'implante à Sirte en 2015. Daesh libyen. Migrants d'Afrique subsaharienne exploités comme esclaves à Sabrata. Marché aux enchères. 400 $ tête, confirmé par des vidéos CNN 2017. Port de pétrole bloqué par des rivaux. Le GTB chute 60% de 90 à 40 milliards de dollars. Aujourd'hui 2026, 2 gouvernements rivaux, 20 ans de guerre totale. Libye avant, riche, or 143 tonnes en banque centrale, valeur 6,5 milliards d'euros en 2011. Pétrole 2 millions de barils par jour, réserve 48 milliards de barils. Après Kadhafi, banque centrale de Tripoli, Benghazi vidée, 200 tonnes or disparaissent selon le rapport ONU. Pétrole, Total Énergie française reprend les puits. Sirte Offshore, contrat renforcé en 2018. Or vendu à Londres sans traçabilité via Turquie, Emirates,
champ de gaz bloqué par milice. Enquête sur excès OTAN, 0. La résolution de 1973 expire en octobre 2011. Personne ne demande de bilan. La France de Sarkozy nie toute vente d'armes à Kadhafi avant 2011. Pourtant, des missiles anti-char Milan des fabrications françaises sont retrouvées en Libye après la chute du régime entre les mains des groupes armés. Pas de sanctions contre Paris ni Londres. Impunité. Pilote français décoré de la Légion d'honneur. Aujourd'hui 2026, Libye égale échec total. 1 million de migrants traversent la Méditerranée par bateau, pneumatique, noyade quotidienne. Prenons notre temps avec la Crimée. Cet autre exemple montre parfaitement comment les grandes puissances appliquent des règles différentes selon qui agit. Tout commence en février 2014. L'Ukraine traverse une révolution appelée Euromaidan. Le président ukrainien Viktor Yanukovych, pro-russe, refuse un accord avec l'Union européenne. Manifestation massive à Kiev, 100 morts lors des affrontements. Yanukovych fuit en Russie. Un nouveau gouvernement pro-occidental arrive au pouvoir. La Russie voit ça comme une menace à sa frontière. La Crimée, péninsule à l'extrême sud de l'Ukraine, a une population majoritairement russophone, 60%, et une base navale russe historique à Sébastopol. Le 27 février 2014, des soldats apparaissent en Crimée. On les appelle les petits hommes verts. Pourquoi ce nom? Ils portent des uniformes militaires sans aucun insigne, sans drapeau, sans nom. Ce sont des forces spéciales russes, mais Moscou nie d'abord. Ce sont des autochtones armés. Ils prennent l'aéroport de Simferopol, capitale ukrainienne, le parlement local, les ports. Ils contrôlent la presqu'île sans coup férir en 48 heures. Pas de résistance ukrainienne majeure. Armée ukrainienne très faible. Le 16 mars 2014, 10 jours après l'arrivée des soldats, un référendum est organisé. Question posée: voulez-vous que la Crimée rejoigne la Russie? Résultat officiel: 97% de oui avec 83% de participation. Problème: observateurs internationaux refusent de superviser. Trop rapide. Urne manipulée selon Kiev. Participation gonflée. Mais Moscou s'en fiche. Le 18 mars, Vladimir Poutine signe l'annexion. La Crimée devient officiellement République de Crimée, Fédération de Russie. Drapeau russe hissé à Simferopol. Washington et Bruxelles explosent de colère. Barack Obama déclare: violation claire du droit international. Pourquoi? Parce que changer les frontières par la force contredit l'acte final d'Helsinki de 1975 et la charte ONU intégrité territoriale. Sanctions immédiates, exclusion de la Russie du G8 devenu G7, gel de 2 milliards de dollars d'avoirs oligarques russes, exclusion de banques russes du système SWIFT, paiements internationaux, embargo sur pétrole, gaz russe vers Europe. John Kerry, secrétaire d'État US, hurle: c'est le 20e siècle, pas le 19e siècle. Maintenant, la clé de l'esprit ici. Les USA jugent la Russie, mais tolèrent quand eux ou leurs alliés font pareil. On tient le bon rythme. On continue avec un autre exemple pour que Tata Abafoussam capte tout et forward la vidéo au groupe WhatsApp. C'est l'exemple parfait du usucapion moderne. Vous allez voir. Remontons aux années 1960. Nous parlons de l'océan Indien. À mi-chemin entre l'Afrique et l'Asie, il y a un archipel appelé les Chagos. 64 îles coralliennes
dont la plus grande est Diego Garcia, forme d'éléphant, lagon turquoise. Ces îles font partie de la colonie britannique de Maurice à l'époque. Les Chagossiens y vivent depuis 200 ans, 500 000 habitants au total. Pêcheurs, copraillers, culture, créole, église, école, ils parlent créole, mangent tortoise, dansent Sega. En 1965, le Royaume-Uni décide de se séparer des Chagos de Maurice. Pourquoi? Pour créer un nouveau territoire britannique de l'océan Indien. Officiellement, pour autonomie, en réalité, deal secret avec les États-Unis. Le 30 décembre 1966, le Royaume-Uni loue Diego Garcia aux États-Unis pour $1 symbolique par an. En échange, base militaire stratégique au cœur de l'océan Indien pendant 50 ans renouvelables. Kennedy et Johnson, présidents des États-Unis, veulent une plateforme pour bombarder le Moyen-Orient en Asie. Maurice devient indépendant en 1968, mais sans Chagos. On lui promet 3 millions de livres sterling comme compensation. De 1968 à 1973, ça dégénère. Les USA envoient 2000 soldats et ingénieurs sur Diego Garcia. Ils construisent une base énorme, piste de 3 km pour B-52, bombardier nucléaire, port sous-marin, bunker munitions. Mais problème, les Chagossiens sont là. Ordre britannique, Claire de Iceland. Famille prévenue 3 mois avant. Départ aux familles, pêche interdite, importation coupée, 2000 habitants entassés sur des bateaux militaires. Femmes enceintes, bébés, grand-mère, chiens lâchés pour terroriser, maisons brûlées. 7000 Chagossiens expulsés vers Maurice et Seychelles, sans terre ni compensation. Diego Garcia, opérationnel dès 1971, utilisé pour guerre du Vietnam, B-52 Gambotien, guerre du Golfe 1991, missiles Scud, Irak 2003, 1000 sorties par jour, Afghanistan, prison, CIA secrète, 3000 militaires US permanents, piste de bombardiers, cible nucléaire prête, port, sous-marin, Oyo nucléaire. Résultat, base impériale éternelle, pas de Chagossiens autorisés, visite interdite, peine de prison. Les Chagossiens se battent 40 ans. 2000, le jugement britannique reconnaît l'expulsion illégale, mais accord de compensation 0 livres sterling. 2019, Cour internationale de justice, la haie, avis consultatif demandé par l'Assemblée de l'ONU. L'administration du Royaume-Uni est illégale depuis 1968. Restituer Chagos à Maurice. Argument, autodétermination bafouée. Résolution ONU 1514. Unanime 14 contre 1. 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU vote la résolution. 116 pour avec Afrique entière, 6 contre avec UK, USA, Australie, Israël, Maldives, Hong Kong. 56 abstentions, exige restitution sous 6 mois. Conséquence 0. Royaume-Uni, avis non contraignant. Contrôle maintenu. USA, silence total. Base toujours opérationnelle jusqu'à ce jour. Drone au Yémen, B-52 en Irak. Pas de sanctions ONU à cause du veto US, UK. Pas de gel SWIFT. Chagossiens toujours réfugiés à Maurice. 80% des chômages bidonvilles sans titre foncier. Ces exemples cognent fort comme des points bien placés dans un combat de boxe. D'abord, Irak et Libye. La force brute qui passe partout. Irak 2003, USA qui envahissent sans l'accord de l'ONU. Banque de Saddam prennent le pétrole avec Halliburton. Personne ne les punit. Libye 2011, OTAN qui bombarde 26 000 fois. Tue Kadhafi, vide l'or et les puits. Pour total, l'ONU s'éteint après. Dans les deux cas, les puissances occidentales gagnent. Pas de prison, pas d'amende, force brute impunie. Ensuite, Crimée et Chagos, des règles à géométrie variable. Crimée 2014, la Russie prend la presqu'île, organise un référendum. Les USA et l'Europe crient illégal.
et sanctionne. Banque russe bloquée, milliards gelés. Chagos 1968, UK et USA expulsent 500 000 habitants pour une base militaire. La justice mondiale dit illégale en 2019. Les USA et UK, rien, ils gardent la base en 2026. Règles appliquées sélectivement. Punition pour Moscou, cadeau pour Washington. Venezuela 2026, c'est le numéro 5 de la liste. Quand on parle de droit international, en termes de marché, c'est le droit du plus fort. Imaginez l'ONU comme un grand tribunal mondial. Les USA ont un veto permanent au Conseil de sécurité, comme un joker magique. Toute résolution qui condamne Washington ou Londres, bloquée direct par ce veto. Exemple, si quelqu'un veut punir les États-Unis pour le Venezuela, veto américain égale fin de l'histoire. La Russie annexe la Crimée, pas de veto russe qui protège. Résultat, les sanctions pleuvent sur Moscou. Banque hors SWIFT, oligarques ruinés, les USA tolèrent Chagos ou envahissent l'Irak en 2003. Leur veto protège tout, c'est inégal. Règles strictes pour les faibles et les rivaux, passe-droit total pour les puissants. Pourtant, au Venezuela, ce sont eux qui envoient 200 soldats en hélicoptère. Ils kidnappent un président élu, Nicolás Maduro. Ils occupent de facto la présidence à Miraflores. Pas de sanctions contre Washington, pas d'embargo américain sur lui-même. Pourquoi tout passe? Parce que c'est le droit du plus fort en pleine action, comme Camto le clamait à Montréal en 2020. Une grande puissance use de la force militaire pour imposer ses vues économiques. Ici, le pétrole vénézuélien, 4e réserve mondiale, 300 milliards de barils prouvés sous le sol. Les USA veulent ce pétrole, comme Halliburton en Irak ou Total en Libye. Le système mondial ferme les yeux. Ça réactive les inégalités que Camto dénonçait depuis le début. On écoute encore pour mieux comprendre maintenant. Voilà les quelques indications, les quelques éléments que je voulais à grands traits vous présenter pour illustrer mon idée selon laquelle la décolonisation est inachevée. Et je terminerai simplement en disant une chose. Afin de permettre au droit international de jouer pleinement son rôle de règle organisant la vie dans la société internationale, il faut décoloniser le droit international. Il faut le décoloniser lui-même. C'est-à-dire que nous devons avoir un regard critique sur les concepts du 19e siècle qui étaient forgés pour asseoir la colonisation. Ce n'était pas forgé abstraitement pour le plaisir intellectuel et spéculatif de créer des normes. C'était pour asseoir les intérêts et la colonisation. Donc nous devons commencer donc par une vraie critique de ces concepts et de ces principes. Égalité théorique à l'ONU. Tous les pays égaux sur le papier, mais veto et droit pour les riches. USA bombardent où ils veulent, quand ils veulent. C'est la boucle complète. Terre, nihilus colonial. Usurpation par occupation, décolonisation de façade, double standard moderne. Camto avait raison. Il faut décoloniser le droit international pour briser ça. Et c'est là que ça cogne pour nous au Cameroun. Comme l'Afrique après 1960, le Venezuela a eu ses attributs apparents. Indépendance 1811 de l'Espagne, drapeau jaune, bleu, rouge, hymne Gloria al Bravo Pueblo. Maduro réélu en 2018, mais substances volées, ressources pétrolières pillées sous couvert de règles biaisées. Les sanctions US depuis 2017 ont fait chuter la production de 2,5 à 0,7 millions de barils par jour. Hyperinflation, 1 million %, 7 millions de réfugiés. Les USA justifient démocratie, droits humains. Parfait écho à notre Cameroun, drapeau fier depuis 1960. Mais base française inviolable à Douala, contrôle port,
pétrole Sonara, franc CFA avec réserve à Paris, 50% bloqué comme embargo soft. Dette coloniale qui saigne 20% du budget. Appliquons ces idées à notre réalité camerounaise. À Yaoundé, ces accords existent depuis l'indépendance. On les appelle accords de coopération de défense. Et ils sont qualifiés d'inviolables. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Inviolable, c'est comme un contrat en fer, impossible à casser sans conséquences graves. La France garde des bases militaires au Cameroun. Par exemple, à Douala, il y a une base navale française. Des sous-marins, des bateaux de guerre peuvent accoster là. C'est le port principal du Cameroun, par où passe 70% de nos imports-exports. À Garoua, dans le nord, base aérienne avec avions Mirage. Ces soldats français participent aux opérations contre Boko Haram. Qui décide des frappes? Paris et Yaoundé discutent, mais Paris a les avions, les radars, l'expérience. On ajoute les exonérations fiscales. Entreprises françaises comme Total Énergie ou Bolloré ne payent pas tous les impôts locaux. Pourquoi? Clause des accords. Ça rappelle les chaînes coloniales exactement comme Kamto le dit. Attribut des souverainetés. Notre drapeau flotte à Douala, mais substances manquantes. Étrangers contrôlent nos points stratégiques. On continue. Passons au franc CFA. C'est la monnaie officielle du Cameroun. Dans la zone CEMAC, qui la contrôle? Paris. Décomposons, les billets sont imprimés en France à Château-Gontier. Chaque année, 50% de nos réserves de devises, dollars, euros gagnés sur pétrole, cacao, sont envoyés à la Banque de France. Bloqués là-bas. Si le Cameroun veut, par exemple, imprimer plus d'argent pour payer, disons, les salaires des enseignants en grève ou subventionner l'essence, c'est impossible. Le taux d'échange est fixé par Paris. Résultat concret, ça vide nos poches, comme l'embargo pétrolier américain sur le Venezuela. Là-bas, PDVSA ne peut pas vendre son brut. Ici, notre Sonara, raffinerie de pétrole, importe essence chère de Total alors qu'on produit du brut local. Hyperinflation vénézuélienne, ici, chômage à 4%, prix plus 50% en 5 ans. Lien direct, monnaie coloniale égale substance volée. Regardez nos exportations. Le Cameroun est top 5 mondial en cacao. On produit 250 000 tonnes par an. Mais brut, on vend les fèves à 1000 € tonnes. À Nestlé, au Barry, Colbert. Suisse, à l'importation, on rachète du chocolat fini à 4000 € tonnes. Usine locale, fermée ou minuscule, car le franc CFA fort rend export cher. Énergie hors de prix. Les bases françaises priorisent leur logistique. Pareil pour les bananes. Sodecao exporte le brut à 0,20 € par kilogramme. Importe chips Lay's à 2 €. Industrie tuée égale emploi perdu. Jeunes à mototaxi. Dépendance éternelle comme au Venezuela. Pétrole brut exporté avant embargo. Maintenant, plus rien. Maurice Kamto l'avait vu venir de loin. Dès son pupitre à Montréal en 2020, une décolonisation bâclée laisse toujours la porte ouverte aux puissances étrangères. Elles reviennent soit par l'économie, soit par les armes, toujours cachées derrière un vernis juridique respectable. Le Venezuela, en ce début de 2026, n'est qu'une photocopie parfaite du Cameroun et de l'Afrique post-indépendance. Drapeau fier qui flotte, mais souveraineté vidée de toute substance réelle. Kamto prophétisait avec précision, sans une véritable décolonisation du droit international. Les cycles d'exploitation se répètent à l'infini. Les preuves s'accumulent sous nos yeux en direct.
à Caracas, mais aussi dans nos ports de Douala et Garoua. Camto ne fait pas de la politique, il fait de la pensée stratégique. Il relie du 884 Berlin à 2006 Caracas par une chaîne logique implacable. Décolonisons le droit international maintenant. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la, commentez vos réflexions, likez pour soutenir ce travail et surtout que cette nouvelle année vous apporte force, lucidité et courage, paix et vraie souveraineté à tous.